Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 48. Je voudrais évoquer et parler d'un sentiment à la fois positif et négatif. Positif dans le fait qu'il a effectivement, selon les analyses de beaucoup, permis au monde d'être ce qu'il est, ce qui demeure positif aujourd'hui. Et malheureusement, dans sa phase négative, peut-être aussi également certaine aliénation, voire même côté destructeur, contre-productif chez l'individu. Dans ce cas, justement, je voudrais parler du désir. Peut-on considérer ce sentiment comme une marque de la misère de l'homme? Même si on sait pertinemment que rien de grand, je dirais, ne s'est produit au monde sans passion. C'est ce que écrivait en son temps Hegel. Je dirais qu'on pourrait reprendre cette idée en d'autres termes en affirmant que rien de grand ne s'est réalisé au monde sans désir. Alors, où est le désir positif? Comment pouvons-nous le définir et essayer de l'extirper de sa face négative? Le désir tel que l'on le conçoit à travers chaque époque, chaque période, car il prend des tournants tout à fait différents. Essayons de le traduire, de le comprendre en ces termes, comme une pulsion vers un objet, une chose, ou un être, peut-être considéré comme essentiel afin d'accéder à la plénitude, à la félicité, au bonheur en fait. Alors il a en effet pour finalité l'élément qui permettra à l'homme d'accéder d'une manière générale à ce qu'il convoite et ainsi être heureux. Pourtant, je voudrais préciser qu'il paraît impossible de nier le caractère ambivalent du désir. Ce dernier peut conduire à la souffrance sans son aspect, je dirais, répétitif. Le problème, dans ce cas d'espèce, c'est que le caractère éphémère de la satisfaction qui résulte de sa réalisation et de sa réussite, bien entendu. Car il est l'outil par lequel permettra à l'individu, concrètement et matériellement, de mettre en place ce qu'il avait prévu dès le départ. Alors la satisfaction d'un désir représente, je dirais, une durée trop infime par rapport à l'attente qu'elle a probablement, je dirais, impliquée, et le bonheur procuré devient trop souvent négligeable, comparé au manque de ressenti, bien entendu. Et nous pouvons considérer que dans cet ordre de considération, ne peut-on pas considérer que le désir est l'expression finalement de la misère de l'homme? Néanmoins, pour ne pas non plus être trop abrupt, concevoir le désir comme un obstacle à l'épanouissement de l'être humain, n'est-ce pas remettre en compte sa capacité à agir sur lui-même et finalement à modifier sa condition, sortir de l'aliénation, de la structure dans laquelle il s'est lui-même placé, ou on a voulu le placer, tout dépend si effectivement le mouvement est extérieur ou intérieur. Alors l'homme, plutôt que de subir son désir, ne peut-il pas plutôt se concilier avec lui, tout simplement, mais d'en réfréner, je dirais,
les dérives. Alors dans un premier temps, on pourrait dire que nous appréhenderons, je dirais, le fait que le désir peut aboutir au bonheur et, ma foi, à l'épanouissement de l'homme. Nous verrons bien entendu ensuite ce que ce processus peut être, je dirais, considéré comme un supplice auquel l'homme ne peut se détacher, le conduisant inévitablement à la souffrance. Enfin, bien entendu, nous en arriverons à nous demander si l'homme, plutôt que de demeurer victime de ses désirs, ne peut pas, par ses capacités de raisonnement, en tant qu'être conscient, en tant qu'individu sachant, se concilier avec ces derniers. Alors dans un premier temps, le désir peut être perçu comme une source d'épanouissement, un élément moteur de bonheur, permettant à l'homme d'exprimer le meilleur de lui-même. En effet, je dirais que le désir peut se révéler un facteur indispensable à l'épanouissement de nos potentialités. Peut nous permettre de nous réaliser. Tout d'abord, le désir peut nous rendre meilleurs par le simple fait qu'il peut être facteur de connaissance, de développement, d'apprentissage. En effet, le désir peut nous pousser à vouloir connaître et donc peut conduire à l'enrichissement de nos connaissances et de notre culture. Alors, me direz-vous, l'homme est un être dont l'existence est nourrie de curiosité et d'ambition. Il peut s'investir pour parvenir à ses objectifs, à se renseigner sur ce que ses désirs impliquent. Ce qu'on pourrait définir comme étant l'élément fondamental de la connaissance de ces outils. Bien les maîtriser, bien les affûter, et savoir quels sont les dangers, dans le cadre bien entendu d'une mauvaise manipulation. Considérons, pour illustrer ce propos, le cas d'un adolescent désirant devenir skieur de haut niveau. Celui-ci va accroître ses connaissances dans le domaine, dans des catégories diverses et variées. Bref, il va s'intéresser, aux compétitions sportives, au matériel bien entendu, à l'ergonomie des skis, aux infrastructures d'entraînement, à la physiologie, à la connaissance du terrain, à la température, aux intempéries. Une multitude de facteurs, aussi bien exogènes qu'endogènes, vont intervenir, etc. Bon. Ainsi, il va tout aussi bien s'intéresser au caractère sportif de la discipline qu'au caractère scientifique. De ce fait, le désir implique la connaissance, et la connaissance suscite de nouveaux désirs. Bien entendu, tout cela concourt également à une discipline. Ensuite, le désir peut être aussi considéré comme un processus d'accessibilité au bonheur. Le fait de désirer suscite en nous une pulsion vers un objet, une personne dont l'obtention nous rendrait inévitablement heureux. Ainsi, il nous permet d'accéder au bonheur au sens de satisfaction pleine et totale de la conscience. Nous pouvons ainsi souligner le rapport entre le désir et le bonheur en évoquant le point de vue, particulièrement, de Rousseau, qui avançait que le simple fait de désirer, l'attente de l'objet désiré, provoquerait le bonheur. En effet, il y a, dans ce cas d'espèce, une définition de l'imaginaire. Et donc cet imaginaire peut se révéler mieux que la réalité au sens où la représentation que l'on se fait de l'objet désiré est inévitablement mieux, que l'objet en lui-même. Car c'est ce que nous y mettons, c'est ce que nous donnons, c'est ce que nous faisons de cet objet qui devient important. Alors, puisqu'il y a une possibilité d'idéalisation, on peut représenter l'objet tel qu'on voudrait qu'il soit. Nous pouvons prendre par exemple le cas d'une jeune femme désirant plus que tout le dernier sac à la mode de chez Gucci, Vuitton, Lancel, Longchamp, etc. Bon. Elle peut
l'idéaliser, se projeter dans l'avenir, imaginer avec quelles chaussures elle le mettra et à quelle occasion elle le portera. Ce qui malheureusement peut mener à une certaine forme de fétichisme. Et ceci la rendra inévitablement heureuse. Et toutefois, je voudrais dire qu'une fois que le sac tant convoité sera obtenu, il ne présentera plus le même intérêt. Parfois même, il finira en sommeil dans le placard. Ainsi, l'attente, qui fait partie intégrante du désir, peut provoquer le bonheur de l'homme. Enfin, je dirais que le désir peut se révéler, un outil nécessaire à notre épanouissement personnel. Par le fait même de désirer, l'homme s'autoproduit, soyons honnêtes. En effet, le désir est la concrétisation de notre conscience, et le désir est la représentation concrète de ce que nous avons en nous, et demeure ainsi, je dirais, in fine, un facteur d'épanouissement et de réalisation. Il peut être également, je dirais, le reflet de notre personnalité, l'extériorisation de notre jardin secret. Ainsi, par la représentation que l'homme se fait de l'objet qu'il désire, il extériorise ce qu'il possède en lui. Par exemple, le fait de désirer devenir médecin peut être l'expression d'un caractère tourné vers les autres, à l'écoute, l'expression d'une grandeur d'âme, voire même d'une volonté d'aider autrui. Ainsi, nous avons vu que le désir peut être un facteur de réalisation et de connaissance pour l'homme, et lui permettre inévitablement d'accéder au bonheur et d'extérioriser. Ce qui va même plus loin, puisque par la réussite de ce qu'il a désiré, il peut devenir un élément, une pièce maîtresse importante dans la civilisation, et être un élément, je dirais, fondamental dans l'apport d'une réflexion quelconque qui permettra d'être utilisée plus tard afin de définir une praxis pour une nation, pour une civilisation. Alors, bien entendu, ce bonheur peut se révéler être un bonheur illusoire également, partiel, devant, je dirais, tant de conflits, peut devenir très vite minime par rapport à la souffrance inévitable que le désir peut provoquer. Et ne parlons pas d'un désir non assouvi, où l'individu peut vivre avec des remords, non pas avec des regrets. Car je fais bien la nuance entre remords et regrets, pour en ce cas d'espèce dire que on peut vivre avec des regrets parce qu'on a essayé de faire la chose et que les éléments, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, n'étaient pas, je dirais, présents pour que l'affaire puisse réussir. Mais vivre avec des remords, c'est se dire je n'ai pas essayé et j'aurais pu réussir. Et c'est en cela que les choses sont très difficiles. Le remords est généralement lié à l'incapacité ou un manque de volonté de l'individu à, je dirais, s'investir dans un processus qui aurait pu être positif. Alors revenons au désir. Je dirais que le désir, en effet, apparaît comme un processus répétitif dont l'homme ne peut se détacher, processus qui nous condamne fatalement. C'est là où intervient une certaine forme d'aliénation, à une souffrance inévitable, ce qui serait, en ces termes, l'expression même de notre misère. Alors, bien entendu, comme on a pu le constater dans les paragraphes précédents, la notion de désir est associée à la notion de bonheur. C'est un fait établi. Nous avons précisément vu même que l'attente de l'objet désiré était synonyme de bonheur au sens où l'imagination idéalise l'objet et procure une jouissance. Le désir apparaît comme pays des chimères et l'homme ne peut être heureux que dans ce dernier. Je dirais même que l'homme est plus heureux dans l'imaginaire que dans la réalité.
c'est là, pour entrer dans un cas d'espèce au niveau sociétal, dans une société je dirais, contemporaine, de vendre ce que j'appelle du bonheur artificiel, tel que les drogues ont été à un moment donné l'élément important. Or, force est de constater que l'existence humaine ne relève pas à proprement dit parler de l'imaginaire, mais bien plutôt de la réalité. Le présupposé bonheur que procurerait l'imagination ne serait-il donc pas une illusion? Certains, comme par exemple Taylor, ont lutté contre toute forme de développement imaginaire ou de rêve, comme étant l'élément de la puissance d'un individu à concrétiser dans la réalité ses aspirations rêvées. Bien que je ne partage pas les thèses de Taylor, mais ça c'est encore un autre problème. Alors si l'objet désiré est incompatible avec la réalité, l'homme peut-il prétendre vraiment, je dirais, être heureux? Alors on peut observer que certains désirs sont impossibles à réaliser, hein, car la barre des fois peut être mise trop haute. Car dans le cas d'espèces d'un manque de réalisation, il est bien évident qu'il n'y aura aucune forme de concrétisation. Car rappelez-vous, toute forme de pensée doit être concrétisée par l'acte, ce que disait Platon. Alors, nous pouvons évoquer à ce sujet le désir de vouloir remonter le temps, le désir d'ubiquité, le désir d'immortalité, etc. Ces éléments qui finalement, au fond, nous emmènent à essayer d'espérer échapper à la mort. Alors nous devons reconnaître que le fait même de désirer l'impossible ne provoque qu'un bonheur illusoire, au sens où bien entendu le désir se révèle incompatible avec la vie que mène l'homme, bien entendu. N'est-ce pas mener une vie de malheur et de souffrance que de se condamner à vivre dans l'illusion, par exemple? C'est là où effectivement accède une certaine forme, je dirais, d'aliénation. Ensuite, le désir peut impliquer un cercle vicieux dont l'homme ne peut se détacher et qui peut conduire à un perpétuel retour à la souffrance. Et en effet, si on considère le désir comme l'expression d'un manque, tel que l'avançait Platon, l'homme est en perpétuelle recherche de l'objet du manque, objet qui est fondamentalement nécessaire à son épanouissement. Quand on désire, on souffre, puisqu'on n'a pas l'objet désiré, on le convoite. Ainsi, je dirais, le seul moment où l'homme ne souffre pas, c'est quand le désir est satisfait. Or, tout désir réalisé fait aussitôt place à un autre désir. L'homme est ainsi, je dirais, un éternel insatisfait. De façon peut-être un peu plus profonde, un être avide et borné fait tout, je dirais, pour vouloir et pour, je dirais, peu obtenir. Qui ne connaît aucune limite à son désir et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, discipline, qui est un élément fondamental, aussi bien dans le cas d'espèce de ce qu'elle peut être en tant que praxis, mais également en tant que réalité principielle. Cette position a été défendue par exemple par le philosophe Schopenhauer, et selon ce dernier, l'homme ne peut accéder au bonheur que dans le sens d'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme ou l'absence de trouble de l'âme, puisque sa conscience n'est jamais au repos. Ainsi, je dirais même le caractère répétitif du désir rend l'homme victime de ses désirs, et l'homme est un être en proie au désir. Et donc, l'homme est condamné à aider, voire même, ce que je pourrais dire, à errer, même, c'est plus le terme, il n'a pas vraiment le choix, je pense. Il est dans un élément factuel où il erre dans une espèce de recherche de ce qui lui manque sans jamais aboutir, je dirais, proprement dit à son but. Bon. Alors,
Nous pouvons aisément comparer ce supplice de l'homme avec celui des Danaïdes. Rappelez-vous le tonneau d'Adénaïde, condamné par Zeus à remplir un tonneau dont le fond est percé, tel le tonneau des Danaïdes, tel que Ixion attache à la roue, je dirais, attaché à la roue, pardon, et condamné à tourner dans le vide et l'espace. Ce que d'autres traduiront comme étant un cercle vicieux. Tel par exemple Tantale qui ne sera jamais altéré, la conscience humaine ne sera jamais satisfaite. Ainsi, en proie à ses désirs permanents et perpétuels, l'homme est la victime d'une condamnation à un rythme, une dynamique perpétuelle recommençant, ce qui peut être le signe de sa propre misère. Pardon. De même, je dirais que le désir peut remettre en cause la liberté de l'homme. C'est en ce cas d'espèce qu'il peut aliéner même ses propres intérêts. En effet, dans la mesure où le fait de désirer fait partie intégrante de notre nature, nous nous trouvons impuissants face à nos désirs. L'homme ne peut pas s'affranchir de la loi du désir. Sartre, par exemple, définissait l'homme comme un être fondamentalement libre. Or, le désir, et notamment les désirs inconscients, remettent en cause l'autonomie de l'homme ainsi que ses capacités à agir sur lui-même, ce que Marx avait bien défini. De nos jours, ce sont les objets eux-mêmes qui suscitent le désir, et nous qui décidons de désirer tel ou tel objet. Nous pouvons prendre l'exemple de la publicité, de ce que l'on, dans sa forme la plus, je dirais, idiote, qu'on pourrait définir comme la réclame, dont le rôle est de susciter le désir des consommateurs. Je vous renvoie à la société du spectacle de Guy Debord là-dessus, sur l'imposture et l'aliénation de la marchandise. Alors, éternel insatisfait, l'homme succombe malheureusement aux multiples et futiles, je dirais, sollicitations d'une société qui a fait de l'hyperconsommation son modèle de vie. Et l'homme demeure finalement au fond victime d'un processus le privant de sa liberté, le conduisant inévitablement alors au malheur. Ainsi, le désir peut se révéler l'expression de la misère de l'homme dans la mesure où il inscrit dans une fatalité le conduisant inévitablement, je dirais, à une forme de souffrance. Et c'est à partir de cette souffrance que certaines maladies mentales commencent, je dirais, à devenir importantes. Alors, je dirais que même tant dans son aspect répétitif que dans sa privation de liberté, il faut considérer que cet état de l'homme est figé et peut se révéler réducteur quant à ses capacités de réflexion, voire même de raisonnement. L'homme en tant qu'être de volonté et de raison ne peut-il pas se concilier avec les inconvénients que le désir finalement implique? Et l'homme, en tant qu'être pensant et doté d'une raison et d'une volonté, il dispose de plus d'un esprit critique et des facultés d'adaptation lui permettant d'être maître de sa personne et de ses actes. En ce sens, l'être humain a la capacité de remettre en question l'emprise que le désir exerce sur lui. Tout d'abord, comme l'avançait Kant, contrairement aux animaux, l'homme a la capacité de se représenter sa propre existence et d'avoir conscience de lui et de son identité. Il dispose, je dirais, d'une conscience psychologique, bien évidemment impliquant la représentation qu'il a de lui-même et aussi des autres. N'oublions pas qu'il est également doté d'une conscience morale qui lui permet de distinguer le bien et le mal, et d'errer conformément aux principes moraux. L'homme peut alors prétendre, je dirais, à la conscience de son état et de sa condition. Il pourra ainsi se remettre en question, bien entendu. En effet, un esclave ayant conscience qu'il est esclave de sa condition est déjà plus libre que l'esclave qui ne le sait pas.
Ainsi, avoir conscience des limites et des vicissitudes de sa condition humaine constitue pour l'homme un premier pas dans la maîtrise de ses désirs. De plus, en tant qu'être pensant, l'homme est doué d'une volonté, il ne peut se fixer alors des objectifs et modifier sa condition à son gré. Comme le disait Sartre, l'homme est ce qu'il se fait. Autrement dit, l'être humain est en perpétuel devenir, son existence n'est pas figée dans le temps. Nous pouvons aussi, bien évidemment, évoquer Bergson, qui avançait l'idée selon laquelle la conscience de l'homme est dynamique et se construit au cours du temps, se forge à force d'expérience, tout aussi bénéfique que ponctuée de désillusions. Alors l'homme peut ainsi s'appuyer sur le passé, dans le présent, pour anticiper l'avenir. Je dirais que même si l'homme ne peut s'empêcher de désirer, il peut tout de même agir sur ses désirs. Nous pouvons évoquer sur ce sujet la philosophie stoïcienne, qui rejette toute forme de passion et de désir. De plus, une personne qui fume de manière régulière éprouve le désir de fumer, mais sa condition n'est pas figée. Cette personne peut en effet prendre conscience des dangers que la cigarette implique pour sa santé, bien entendu, tout d'abord, et décider de faire preuve de modération, ou bien d'arrêter dans le meilleur des cas. Enfin, l'homme en tant qu'être raisonnable, au sens clouscardien, est un être de raison. Dans une société qui aujourd'hui est une société d'hyperconsommation, il peut agir sur ses désirs en s'efforçant de les soumettre à sa raison et à son discernement. Le fait de désirer implique en effet une dimension éthique, contrairement aux besoins. Il est légitime, je dirais même pour l'homme, de poser des questions sur ses désirs et de les remettre en question. L'homme doit s'interroger quant à ce qui concerne les fins assignées à ses désirs. Par exemple, lorsqu'un enfant a faim, qu'il exprime, les adultes ne se posent pas la question de savoir si manger est bien ou mal. En revanche, si l'enfant veut des bonbons, la question est tout autre. Ainsi, l'homme a le devoir envers lui-même de faire preuve de mesure dans la satisfaction de ses désirs, comme le recommandait par exemple Épicure. L'homme devrait toujours choisir les désirs dont l'assouvissement ne conduira pas à la souffrance et parfois s'abstenir de la réalisation de certains désirs si au bout de cette abstinence se réalisera un plus grand plaisir. Car n'oubliez pas que une grande liberté chez les néoplatoniciens et même chez les présocratiques fut de dompter, voire même d'être défait des biens de ce monde pour avoir une totale liberté. Par exemple, se priver de sucreries dans le cadre d'un régime peut provoquer une certaine frustration. Mais dans le cas d'espèce, c'est un mal à passer pour être mieux dans sa peau. Se faire souffrir au demeurant pour être mieux plus tard. Donc, pour terminer, je dirais que le désir est la marque de la misère de l'homme. Telle est la question par tout temps, les philosophes et les penseurs ont pu étudier, et nous avons pu constater que le désir pouvait être l'expression de la misère de l'homme, ou dans la mesure où il s'inscrit dans un cercle vicieux. La souffrance qu'il suscite peut être trop importante par rapport au bonheur infime qu'il procure. Toutefois, je voudrais préciser que le désir n'en demeure pas moins un élément constitutif de l'homme, pouvant permettre son autoréalisation. Ainsi, l'homme a le devoir d'apprivoiser ses désirs et de se concilier avec eux dans le but de mener une vie plus paisible, puisqu'en tant qu'être de raison, il a la capacité de maîtriser et d'accorder ses désirs au principe de la sagesse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite analyse du désir, très clouscardien, et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.